Moi, j'ai jamais eu vraiment l'impression de me faire tondre par les impôts parce que je savais. Mais comment ça, y a pas de sucre? Ça m'a coûté des années de vie. Pendant un moment, ils faisaient tous la déco scandinave là de Ikea. Bon bah, ouais. Oh, tu me racontes ça? Je m'en fous, putain. Je te demande pas de loyer, mais en échange, tu viens, tu bosses pour moi, mais je te file pas de salaire. C'est une anecdote. Ça tourne, ça tourne pas là. Coupe là. Et qu'est-ce que t'es parti faire aux États-Unis? En fait, pourquoi tu viendra 2008, la crise des subprimes. Tous les soirs, il me cogne. J'en ai marre, j'en peux plus. Il me fait du mal et tout. Et elle commence à pleurer. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Christophe. On parle de quoi aujourd'hui, Thomas? C'est ce que je t'ai demandé, mais t'avais pas l'air très au courant. Allez, investissement, IMO, location courte durée. Est-ce que tu peux te présenter déjà et nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu veux faire? Carrément. Écoute, donc j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai un enfant. J'ai commencé l'investissement immobilier en 2016. La particularité, c'est que j'ai tout de suite commencé par de la location courte durée. Ça m'a tout de suite parlé. Peut-être que c'est parce que j'ai travaillé pendant 12 ans dans le tourisme aussi avant, donc tout de suite c'était un petit peu dans mon ADN, le fait de recevoir des gens et de louer à la nuit, puisque c'était mon métier de vendre des nuitées dans les chambres d'hôtel. J'ai vécu pendant 4 ans aux États-Unis aussi, où j'ai travaillé dans le tourisme. On s'est lancé dans l'immobilier, on a investi, on a fait de la location courte durée, on a dupliqué la recette, après on l'a fait dans des immeubles de rapport. Aujourd'hui, on a un peu touché à tout. Location courte durée, mais aussi longue durée, du nu, du meublé, local commercial, construction de maisons individuelles. Et maintenant, on s'est réexpatrié à l'île Maurice. Voilà, depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec ma petite famille, et très content de vivre là-bas. Et c'est quoi aux États-Unis quand tu t'es expatrié? T'as fait quoi? C'est quoi ton parcours? T'as des diplômes ou Non, pas du tout. Ouais. Tu veux que je te raconte la période États-Unis? Raconte-moi tout. Et qu'est-ce que t'es parti faire aux États-Unis? En fait, pourquoi tu t'es... J'ai un oncle qui vit là-bas, et depuis une trentaine d'années, même plus. Et j'ai la chance dans ma vie d'avoir eu ma mère qui travaillait chez Air France. Et le lien, c'est que un jour, quand j'étais en cours, on nous demandait de faire des stages en entreprise. Du coup, ma mère, elle m'a dit, bah t'as qu'à aller faire un stage chez ton oncle, parce que du coup, les billets étaient pas trop chers grâce à ma mère. Plus tard, après l'université, viendra 2008, la crise des subprimes. Ouais. Un jour, mon oncle m'appelle et me dit, ben Tom, on est en train de couler, plus personne voyage, les gens ont plus d'argent, les Américains, c'est le bordel. Du coup, je te propose un truc, j'ai un petit studio que j'avais acheté en face de chez moi, il s'est libéré. Si tu veux, je te le prête, je t'héberge dans ce studio, donc je te le file. Je te demande pas de loyer, mais en échange, tu viens, tu bosses pour moi, mais je te file pas de salaire. Et on remonte la boîte ensemble. On a besoin de toi parce que du coup, tu sais un peu déjà ce qu'on fait. Voilà. Donc moi, j'ai pas hésité. J'ai dit oui tout de suite. Je suis parti. Pour moi, c'était le rêve américain. J'étais jeune en plus. C'est le cas de le dire. Ouais, voilà, vraiment. Bon, après, c'est un rêve un peu bizarre parce que du coup, on a quand même bossé comme des nasses pendant plusieurs mois, jour et nuit. Mais on a redressé la boîte. Moi, j'ai raclé les fonds de tiroir de mon côté, j'ai pris des petits jobs, mes parents m'ont aidé un petit peu, et eux aussi beaucoup. Et voilà, donc j'ai travaillé pendant 4 ans aux États-Unis pour eux dans le tourisme. Et t'étais avec ta femme déjà? Et ma femme m'a rejoint après. D'accord. Ouais, 1 an après, et elle, pareil, elle faisait des petits boulots à côté, voilà, pour gagner un peu d'argent. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu en France? Ce qui a fait qu'on est revenu en France, c'est... pour être très honnête, on avait envie d'avoir un enfant et on n'avait pas les moyens d'avoir un enfant aux États-Unis. D'accord. Et aussi, on voulait absolument partir de New York, parce que New York c'est très très bien, mais au bout d'un moment, tout est trop en fait. C'est trop chaud l'été, trop froid l'hiver, trop de bruit, trop cher, trop de monde. Tout est trop. Ouais. Et on avait envie d'autre chose. Et en fait, c'était soit la Floride, soit la France. Et on s'est dit peut-être qu'à ce moment-là de notre vie, c'est mieux de rentrer en France. Et je regrette pas, puisque du coup, la France m'a permis après d'évoluer dans l'immobilier, donc je suis très content. Et vous êtes rentré en quelle année en France? En 2012. 2012. Et après, tu as mis 4 ans pour acheter du coup ton premier bien? Oui, parce que en fait, j'ai commencé par être tout de suite embauché dans des gros tours opérateurs ou agences de voyage en France. Ça a pas fait du tout le salariat à la française. Moi, j'étais du coup à l'école américaine. En gros, on m'a embauché, on m'a demandé de faire l'inverse de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait du 6 mois. J'ai arrêté, je me suis mis à mon compte, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et ça a très bien fonctionné. Et du coup, j'ai travaillé pendant presque 4 ans
dans le tourisme, mais à mon compte. Ok, tu faisais quoi? Bah, j'étais en fait, je représentais des tours opérateurs en France et j'étais un peu leur passerelle en France, puisque du coup, je parlais français, je négociais des contrats avec les hôteliers, les guides, les bus, les musées. Je créais des voyages sur mesure pour ces entreprises. Et eux, ça leur permettrait d'avoir quelqu'un sur place qui les représente et qui négocie pour eux des contrats et qui crée des excursions, des voyages pour leur groupe. Voilà. Magnifique. Ouais, Et aujourd'hui, du coup, tu arrives à le refaire, ça, dans tes locations que tu as? Tu arrives à organiser des petits compléments? Non, tu le fais pas. Non, je m'embête plus avec ça. Là. C'est vraiment un autre business, la location courte durée. On reste dans la vente de nuitées. Par contre, mon expérience dans le tourisme m'aide dans tout ce qui est vente d'upsell, de vente additionnelle. Alors moi, je le fais un peu moins parce que les biens que j'ai sont pas forcément dans des secteurs propices à ça. Par contre, j'accompagne des clients qui, eux, sont dans des secteurs touristiques. Et aujourd'hui, on axe de plus en plus sur la vente de produits touristiques additionnels, additionnels aux voyageurs dans les Airbnb. Ouais. Ok. Donc, première opération 2016, c'était quoi ton OP? C'était un petit studio que j'ai acheté 20 mètres carrés et je l'ai mis en courte durée tout de suite. Ok. Donc, c'était même pas ta résidence principale, le premier bien que tu as acheté? Pas du tout. Toi, t'étais locataire encore? Ah ouais, absolument, ouais. Ok. Donc, t'achètes un premier studio. Donc, les gens, ils doivent te prendre pour un fou. Ils doivent se dire, putain, il achète pas sa résidence principale, il achète du locatif. Bah, ma banquière, la première, je suis allé la voir, je lui ai dit, je voudrais acheter ce studio. Elle a rigolé. Elle m'a dit, non, d'abord, achetez une résidence principale. Après, vous ferez de l'investissement immobilier. Du coup, j'ai pris 2 ou 3 noms comme ça. Jusqu'à ce que j'aille voir un courtier qu'on m'a recommandé il m'a dit tout de suite je vous cache pas que ça va être difficile parce qu'en fait faut savoir que moi j'avais pas beaucoup d'ancienneté en tant qu'auto-entrepreneur dans le tourisme et ma femme elle travaillait chez Lidl 25 heures, même pas 35 heures, tu vois, donc elle gagnait même pas 1000 balles. Ouais. Et moi, je gagnais pas énormément. Et puis, en plus, j'étais auto-entrepreneur, je venais de commencer. Donc, les banques, en fait, voulaient pas me prêter. Et du coup, et quand je suis allé voir ce courtier-là, il m'a dit, ça va être chaud. Je te cache pas, ça va être chaud, mais je vais quand même essayer. Et il m'a rappelé 2 semaines plus tard, il m'a dit, j'ai eu une offre. C'est la seule que j'ai. Et j'en aurai pas d'autres. Ouais. Et je vous le dis, c'est passé cette fois-ci. Faites-le. Et après, pensez sérieusement à acheter une résidence principale parce que vous en ferez pas d'autres. J'ai acheté ma résidence principale en 2021 et entre 2021 et encore c'était une opération de marchand de biens. D'accord. Et entre-temps, tu as fait plusieurs opérations. Ouais, entre-temps, j'en ai acheté plein et j'ai jamais eu ma résidence principale. Ouais, ça peut être un choix stratégique aussi de se dire, moi j'avance sur du locatif, ça me rapporte de l'argent plutôt que me pénaliser entre guillemets avec une RP qui me coûterait plus d'argent peut-être que le loyer que t'avais, non? Ouais, tu sais, il y a 2 écoles là-dessus, je te l'apprends pas. Il y a ceux qui effectivement voient les choses comme ça en se disant je vais pas bouffer ma capacité d'emprunt, je vais faire que de l'investissement locatif. Et il y a ceux qui au contraire se disent non, je vais commencer par ma RP, je vais acheter un truc, je vais le rénover, je vais vivre un peu dedans et puis après je le revends avec une belle plus-value qui me permet du coup peut-être d'aller un peu plus vite après. C'est pas con aussi. Donc voilà, il y a 2 écoles. Ouais, d'autant plus que si t'es locataire, t'impactes quand même ta capacité d'emprunt, puisque le loyer, c'est une charge. Exactement. Donc c'est un peu chiant. Ouais. Et du coup, t'as fait quoi alors? Tu t'es mis dans la location courte durée, premier bien. Ça s'est bien passé tout de suite? T'as eu des imprévus? T'as eu des trucs qui t'ont fait chier? Ouais, des imprévus, j'en ai eu plein. Parce que du coup, j'ai commencé, je connaissais rien à ce truc-là. On a fait des ménages, on a nettoyé les toilettes, on a fait les check-in, les check-out. On prenait des chèques de caution pour la caution, ça ne sert à rien. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables là-dessus, donc ouais. Mais en soi, on apprenait, donc c'était cool. On avançait et au fur et à mesure, on a optimisé ceci, optimisé cela, de façon à ce que ça nous prenne moins de temps. Et puis on avait un enfant. Maintenant, on avait nos métiers à côté, nos boulots, donc il fallait de toute façon trouver des systèmes pour économiser du temps. Ouais, c'est clair. Et les travaux, c'est qui a géré? C'est vous? Sur ce bien-là, il n'y avait pas de travaux. D'accord. Ouais. Donc c'était juste on l'a meublé, on l'a mis en location. Tous les autres après qu'on a eu, on a acheté des trucs pourris à rénover.
Et du coup, c'est qui fait les travaux? Des artisans ou c'est C'était toi? pareil, tu vois, au début, le deuxième bien qu'on a acheté, on a fait des travaux, mais j'ai mal calculé mes travaux, pareil, je connaissais pas trop, et du coup, c'est moi qui ai fini. Les Ok. finitions, la peinture, les plaintes, les joints, les trucs, c'est moi qui ai tout fini, avec l'aide de mon entourage aussi, de mes amis, de ma famille, qui sont tous venus aider dans le projet, donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis le troisième, pareil, on a pris un truc avec des travaux. Là, je m'étais occupé de la démolition et j'ai réussi à faire tout le reste. Donc top, j'ai travaillé avec une décoratrice d'intérieur qui était géniale. Super projet aussi qui tourne toujours aujourd'hui très bien. Et puis après, on est passé sur des immeubles de rapport. Ok. T'en avais marre pareil, d'acheter un par un? Ouais, voilà. Et puis pareil, c'était vraiment tout à rénover, tout pourri à l'intérieur, des trucs immondes. Ouais, de toute façon, c'est la même énergie que t'achètes un studio ou un immeuble. Enfin, quelque part, c'est la même recherche, Ouais. c'est la même recherche de financement. Oui, Pour les travaux, bon, il y a un peu plus de travaux, Ouais. mais c'est pas toi qui les fais. exactement. Ça donne un peu plus de gestion, peut-être, mais C'est un peu plus long en supervision. ouais. Et en emmerde, parce que forcément, t'as des emmerdes au bout d'un moment. C'est normal. Dans la rénovation de l'ancien, tu découvres des trucs que t'as pas anticipé, des choses que t'as oubliées, que t'as peut-être pas vu sur le moment de la visite. C'est le jeu. Ouais, c'est clair. Faut prendre des marges. Et t'es monté jusqu'à combien de biens comme ça? Je suis monté jusqu'à, attends, il faudrait que ça fait 14, un truc comme ça. 14 biens? Ouais. Ou 14 lots? Mais si t'es d'accord, on ne mettra pas ça dans la vidéo. D'accord, ok. Je préfère. Ok, Parce qu'après, les gens, ils te... ok, pas de souci. Par contre, si tu veux, je peux te répondre à pourquoi je dirais pas le nombre de lots. Ouais, bah vas-y, comme Tu ça. préfères qu'on fasse Ouais. comme ça? Vas-y. Bah, repose-moi la question, comme ça, au montage, il le coupera. T'as combien de lots? Enfin, t'es monté jusqu'à combien de lots? Jusqu'à un certain nombre de lots. Aujourd'hui, j'évite de dire à combien on est. Déjà parce que ça varie. Ouais. On en achète, on en vend. Bon, plus maintenant, puisque du coup, j'habite à Maurice, donc voilà. Mais en fait, on a arrêté de parler de nombre de lots, tout simplement parce que je trouve que les gens tout de suite te mettent sur deux échelles finalement. Une échelle de valeur, dans le sens où ils vont se dire, si je dis un certain nombre, il y en a qui vont se dire c'est énorme, incroyable, et d'autres qui vont se dire bon bah finalement c'est pas tant que ça. Ouais. Ça dépend en fait comment tu te positionnes, ton expérience, tout ça. Et il y a une deuxième échelle aussi, c'est celle de la crédibilité. Aujourd'hui, on fait la location courte durée dans un certain nombre de lots, et on aide, tu sais, j'aide aujourd'hui des hôtes et des conciergeries à se former et à se professionnaliser dans cette activité. Et j'aide des gens qui ont peut-être 5, 6, 7 fois plus de logements que moi, Ouais. tu vois. D'accord. Mais ok. pour autant, ils ont besoin de mon expertise pour avancer et je leur apporte une vraie valeur, tu vois. Donc, finalement, est-ce que ça a une vraie importance, le nombre de biens qu'on gère aujourd'hui? Je pense que ça peut renvoyer une image biaisée dans peu importe le sens dans lequel on le prend, en fait. Ok. Tu vois. Et t'es full location courte durée ou t'as des biens que tu loues à l'année aussi? Non, j'ai des biens que je loue en longue durée. J'en ai en nu, j'en ai en meublé longue durée. J'ai un local commercial aussi, qui est toujours pas loué d'ailleurs. Il faut que je m'en occupe. Et voilà. Et puis j'avais 2 maisons aussi qu'on a fait construire. Ouais, ça j'avais vu des stories. On les a fait construire sur un terrain. On les a divisés, on a revendu les 2. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus galère dans tout ton parcours? Les maisons. Les maisons? Ah ouais, c'était un aller-retour en enfer. Ouais. Horrible. Ça t'a coûté des années de vie, ça? Ça m'a coûté des années de vie. Franchement, je peux le dire. Mais tu vois, à l'inverse de quelqu'un qui pourrait se dire c'était affreux, plus jamais, moi j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Ah ouais? Bah oui, parce que j'ai appris tellement de trucs aujourd'hui que celui qui veut me la mettre à l'envers sur une construction de maison, aujourd'hui, il faut qu'il se lève tôt. Parce que on m'a tout fait. J'ai vécu tous les pires trucs qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, j'ai très envie de recommencer avec les connaissances que j'ai et de mener à bien un projet. Peut-être même quelque part il y a un goût de revanche à prendre, tu vois, sur ce projet. Ouais. C'était en vrai, maintenant que j'y pense, c'était bien, c'était une très belle expérience, mais c'était très difficile. C'est quoi la plus grosse problématique auquel tu as dû faire face sur les maisons? La plus grosse problématique, je vais te dire la plus grosse problématique, la jalousie du voisinage. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. La jalousie du voisinage, principalement parce que je construisais 2 maisons sur un terrain, là où eux,
ils ont construit une maison et ils avaient peut-être demandé un peu de surface supplémentaire qu'on leur a refusé. Et à partir de là, ils m'ont fait vivre un calvaire, principalement parce qu'en fait, je me suis fait un peu avoir aussi par le le lotisseur qui m'a vendu le bien, parce que c'était dans une résidence avec une voirie qui s'est affaissée, qui a été mal fait. Et c'est après avoir acheté 100 bornes de terrain aussi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, 100 bornes, qu'on m'a dit qu'en fait il y avait un procès en cours de tout le voisinage contre le lotisseur et tous ceux qui ont fait la voirie. Et sauf que quand toi tu construis 2 maisons, bah t'as besoin de les raccorder. Et pour les raccorder, il faut toucher à la voirie. Sauf que impossible d'y toucher parce qu'il y a un procès et que c'est mort, tu pourras pas raccorder tes maisons. Donc quand tu t'es engagé sur une construction de 2 maisons de 125 mètres carrés et que tu peux pas les raccorder, ça fait un peu mal. Et t'as fait comment du coup? T'as fait de la magie? J'ai fait pas de la magie. J'ai pas fait de la magie. Ça a été très long. J'ai joué des coups de tous les côtés. J'ai essayé d'être le plus diplomate possible. Compréhensif aussi, parce qu'en fait, quelque part, je comprends ces gens-là qui ont acheté des maisons. C'est leur résidence principale. C'est là où ils vont vivre. Ils vont construire leur avenir avec leur famille et tout. Et t'as un type qui arrive, qui construit des maisons et qui veut toucher à la voirie sur lesquelles il y a une procédure en cours qui pourrait être remise en cause si jamais nous on vient et on y touche, parce que si on commence à faire des saignées sur la voirie, les entrepreneurs pourraient dire écoutez, nous on n'est plus les derniers qui a touché là il y a quelqu'un d'autre qui a touché, donc maintenant on se dédouane de la responsabilité parce qu'on sait pas ce qui a été fait. Tu sais, c'est de l'administratif. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps il y avait une vraie malveillance de certains d'entre eux, une vraie malveillance, du vol de placo sur le chantier, des gaines bouchées, des voitures positionnées pour éviter qu'on puisse manœuvrer avec les véhicules qui venaient décharger, des espèces de blocages administratifs, des rétroviseurs, des essuie-glaces pétés. Ah ouais, ça allait loin. Des vols de clés, tout, ouais. C'est ça qui est beau en France, c'est ça que j'aime bien aussi. J'ai eu un problème comme ça, j'ai divisé une maison en 2 appartements et j'ai fait un escalier à la Tony Montana qui arrivait presque sur la route. Ok. Et j'ai pas demandé d'autorisation à la mairie. Ouais. C'était le premier bien que j'ai acheté, je savais pas qu'il fallait des autorisations. Je me suis fait balancer par un voisin pareil. Ah ouais. Donc c'est ça qui est cool en France, c'est que si tu connais pas les règles, on va te les rappeler gentiment. C'est vrai. T'as toujours quelqu'un rageux qui va te dire bah vas-y. T'as oublié un petit truc, là, t'as pas signé le document, tiens, prends ça. Non, ouais, c'est clair. Moi, quand j'ai commencé à publier mon panneau de chantier, je savais que ça allait tiquer un peu, tu vois. Donc, j'ai mis construction de maisons individuelles et je l'ai mis au pluriel. J'ai pas mis 2 maisons, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bon, si ça passe pas. C'est pas passé. Quand je suis venu faire la contre-visite le veille de signer le terrain avec le lotisseur, je lui dis, mais il se passe quoi, en fait, sur la voirie? Parce que du coup, je vois bien est-ce qu'elle va être refaite ou pas? Il me dit, bah, vous faites bien, on va aller toquer chez le voisin à côté. On va toquer chez le voisin et, il lui dit, bon, bah voilà, c'est monsieur Dardour, il va acheter le terrain à côté. Vous en êtes où avec la voirie? Et il lui dit, c'est vous le lotisseur? Il dit, oui, je suis le lotisseur. Il dit, attendez, venez voir. On va voir l'autre voisin à côté. Donc, c'est les 2 voisins qui sont, moi, je suis entre les 2, tu vois. Et on va voir l'autre. Et l'autre, il dit, ah, c'est vous le lotisseur? Vous nous expliquez comment monsieur Dardour, là, il fait construire 2 maisons individuelles, là où moi, quand je vous ai demandé 20 mètres carrés de plus, vous m'avez refusé. Et donc le lotisseur... Ah ouais, t'avais compris, moi je suis arrivé dans la résidence, super, gros cadeau. Ouais, j'étais là entre les 2. Heureusement que j'étais avec le lotisseur qui leur a expliqué comment j'ai fait comment il a fait lui pour me octroyer plus de surface de terrain. D'ailleurs, ça on peut peut-être en parler, c'est peut-être une bonne astuce. Faut savoir que je suis arrivé en fin de programme, c'est-à-dire que c'était le dernier terrain de cette voirie libre. Et les lotisseurs, en fait, quand ils construisent, quand ils lotissent, ils ont une certaine surface de construction qu'ils peuvent octroyer au terrain. Et quand tu as des maisons qui ont commencé à se construire et qui n'ont pas tout utilisé, bah lui, il peut les récupérer et les réaffecter à un autre lot. Et moi, quand j'ai acheté, je lui ai dit, moi, je veux construire 250 mètres carrés sur ce terrain-là, là où je pouvais en construire en fait que peut-être 150, tu vois. Et
Et il m'a dit, ah bon, ok, bah, je vais voir ce que je peux faire. Et il est revenu me voir, il m'a dit, ouais, c'est bon, je les ai, c'est bon, je peux le faire. Ouais, il lui restait de la surface à bâtir. Il lui restait de la surface à bâtir et il me l'a réaffecté sur mon terrain. Sauf que quand eux, ils ont demandé, ils avaient acheté au tout début, donc le mec, il a dit, bah non, il m'en fout pour les autres, tu vois. Ouais. Et donc, il leur a expliqué, il pouvait rien dire, c'était complètement légal, hein. J'ai rien fait d'illégal. Sauf que eux, ils l'avaient en travers de la gorge. Et voilà, je peux comprendre, en fait, tu vois, je me suis mis à beaucoup à leur place aussi en me disant, bon, bah, moi, j'arrive, j'achète un terrain, je veux construire, je veux faire un petit peu plus grand, je demande, on me dit non. Et, 1 an plus tard, il y a un mec, il arrive, il construit 2 grosses baraques en face de la mienne. Bon, je peux comprendre la jalousie, quelque part. Ouais. Soit. C'est la malveillance derrière que je comprends, moi. C'est là où on m'a perdu. C'est pas possible de faire les atrocités qu'ils ont fait. Voilà. C'est comme ça. Ouais, les gens, ils sont un peu jaloux, rageux de ce que peut avoir l'autre, envieux. Ouais. Moi, c'est pas un truc, tu vois, qui m'obsède ou je m'en fous, en fait. Si mon voisin, il a réussi, tant mieux, tu vois. Moi, ça m'arrive des fois, quand j'ai acheté un bien sur lequel je suis, le voisin, il m'a demandé à côté s'il pouvait avoir les clés de mon portail pour faire des travaux chez lui. Mm-hmm. Je lui ai donné les clés, j'ai même pas regardé ce qu'il a fait, tu vois, je sais pas. Mm. En fait, je m'en fous, fais ce que tu veux, c'est tant mieux pour toi, quoi. Mais parce qu'on n'est pas comme ça. Il y a des gens, malheureusement, dans leur vie, ça se passe pas comme dans la nôtre, et je pense que, ouais, non, en vrai, je saurais pas te l'expliquer, cette malveillance. Ça me dépasse. Bon, changeons de sujet. Ouais. Location courte durée. Ouais. C'est quoi l'expérience la plus bizarre ou l'anecdote que tu peux nous raconter avec des locataires? Le truc le plus fou que t'as eu? Putain, j'en ai vécu, hein. Allez, fais un classement. Les 2 ou 3 plus grosses anecdotes que tu as eues sur tes locataires. Ok. Du coup, j'en ai eu les plus gros. Un jour, j'ai une voyageuse qui m'envoie une photo, qui me dit qu'il y a un problème dans la cuisine. Et elle m'envoie la photo. Et du coup, j'ai tu vois, tout le meuble horizontal de la cuisine qui est posé à la verticale sur le plan de travail. Et l'appartement, il est neuf de 2 semaines. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. À travail chez Ikea ou... Non. Je dis ok, bougez pas. J'arrive, j'appelle mon artisan, on va sur place. Du coup, je lui dis tu viens avec moi parce que là il y a un souci. La cuisine elle a pas tenu et tout, c'est chaud quoi. Et on arrive sur place. Déjà c'est un type qui nous ouvre. Madame n'est pas là, alors que moi j'ai loué à une femme seule. C'est un mec qui nous ouvre, je dis vous êtes qui? Il me dit moi je suis son conjoint. Je dis il y a pas de conjoint, il y a une personne, une demoiselle ici. Il dit si je suis son conjoint et tout. Je dis déjà vous auriez pu le dire, vous êtes 2, en fait vous êtes 3 même, il y a des enfants je vois. Et moi j'ai une réservation que pour une personne. Bref, du coup qu'est-ce qui s'est passé? Et là tout de suite très agressif. Ouais, c'est votre cuisine là, c'est tombé, c'est super dangereux, vous imaginez sur les enfants et tout, s'ils avaient été là, ça aurait pu être catastrophique et tout. Très agressif le type. Très agressif. J'essaie de calmer le jeu, je regarde, je vois que les chevilles sont arrachées du béton. Et du béton contre, ouais, c'est dans du béton. Et je vois que il y a à l'intérieur, il y a très peu de casse. Ça c'est bizarre. Ouais. Et je vois mon artisan à côté, il est en train de bouillir, tu vois, il se retient, il se mord les lèvres et tout. Et je dis bon, je calme le jeu, je nettoie tout, je range tout, je lui dis ok, écoutez, on est désolé, demain votre départ il viendra, on réparera tout, de toute façon vous en faites pas, il y a pas de souci. On part et en fait en partant on croise madame qui arrive. Et madame elle fait 1m50. Et là on a compris en fait quand on est sorti, mon artisan me dit t'as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. En fait ce qui se passait c'est qu'elle était trop petite. Je sais pas comment elle s'est démerdée, elle a dû monter, elle a dû trébucher, elle s'est accrochée au truc, ça a dû venir un peu. Et eux, ils ont tout tiré. Parce que du coup, ils ont vu le truc venir, ils se sont dit, ok, on va dire que c'est tombé. Ils ont tout tiré, ils ont posé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait très peu de casse dedans, parce que c'est pas tombé. Ça a été amené. Ouais, ça a été posé. Voilà, ça a été posé. Et je pense que c'était ça qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, donc ça t'a coûté juste de remettre le meuble haut, quoi. Ça m'a rien coûté quelques verres, et puis mon artisan il me l'a refait, on travaillait bien ensemble, il m'a rien demandé, tu vois. Bon, cool. Mais ça fait bizarre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme anecdote? Tu veux les pires? Vas-y, les pires de chez pire. Les pires de chez pire. J'ai un
J'ai un mec qui loue notre appartement. Alors, faut savoir qu'on accepte dans certains appartements les animaux de compagnie. Un petit chien maximum. Un chien de poche. Ou un chat. Ouais. Un petit chien, un chat. Un jour, j'ai quelqu'un qui est venu avec un perroquet. Je lui ai dit oui. Et on m'a fait le hamster aussi. C'est ok, pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Contrairement à des idées reçues, ça se passe toujours très bien. Dans l'immense majorité des cas, sur ce cas-là, tu te doutes bien que ça s'est pas bien passé. Mais t'ont ramené un poney. non. Déjà, je commence à avoir. J'ai un coup de fil du syndic qui m'appelle et qui me dit oui. Apparemment, votre locataire là, il a des chiens et il leur fait faire ses besoins dans le hall d'entrée de l'immeuble. Je dis d'accord. Ben écoutez, je vais l'appeler de suite. Et eux, ils ont des caméras dans les parties communes. Donc, je lui explique. Il me dit non, mais pas du tout. Ça va pas. Mes chiens, ils sont très bien élevés. Je dis quoi? Mes chiens? Comment ça, vos chiens? Vous en avez pas qu'un? Non, j'en ai 2 et tout. Je dis mais c'est un maximum. Vous m'avez pas averti qu'il y en avait 2. Non, mais vous inquiétez pas, ils sont très bien élevés. Je comprends pas pourquoi ils disent ça. Ils sont très bien élevés. Je fais très attention. C'est pas moi. Je dis mais c'est quoi comme chien? Ah, c'est 2 bergers allemands. Oh putain. Je suis d'accord, ok. Je dis bon, déjà il y a un problème. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Déjà vous m'avez menti là-dessus. Maintenant on me dit que ça va pas le faire. Donc s'ensuit plusieurs nuits supplémentaires. Et là c'est les pompiers qui m'appellent, enfin qui appellent ma femme. Bonjour, c'est les pompiers de Toulouse. On est devant votre porte. Est-ce que vous êtes là? Ma femme, elle dit oui, je suis là. Elle ouvre la porte, ils sont pas là. Et elle dit mais vous êtes où vous? Il dit on est devant votre porte là à Toulouse dans cet appartement là. Ah mais du coup c'est un appartement qu'on a en Airbnb. Il dit donc vous êtes pas là? Ben non, je suis pas sur place, c'est un appartement qui est loué. Ok, on va défoncer la porte. Non, vous défoncez pas la porte. J'ai une serrure connectée, on va vous ouvrir, mais dites-moi ce qui se passe, pourquoi vous voulez péter la porte? Il dit parce qu'en fait, on nous a appelés, il y a apparemment 2 bergers allemands qui se baladent sur les toits de l'immeuble et qui viennent de votre appartement. C'est un croisement avec des oiseaux, le truc. Je dis, mais comment ça, comment c'est possible? Il dit, écoutez, vous pouvez nous ouvrir ou pas? Alors elle leur ouvre. Et elle dit dites-moi ce qui se passe et tout. Donc en fait les chiens étaient mis sur la terrasse, le balcon, on a un balcon, et de là ils sont montés sur le groupe clim et ils sont passés sur les toits, ils ont escaladé les toits et en fait du coup t'as des résidents de l'immeuble qui ont appelé parce qu'ils ont vu 2 énormes chiens se balader sur 3 étages sur les toits de l'immeuble, tu vois. Incroyable. Et ma femme elle en profite, elle dit au fait donc du coup ils ramènent les chiens à l'intérieur. Et il dit par contre, je vous préviens, je les mets à l'intérieur de l'appartement, pas sur le toit, sur le balcon. Pas sur le balcon, ils vont sauter. Il dit ok, j'en profite pour vous demander comment est l'appartement. Quel état? Et là il me dit vous allez avoir du travail. Vous allez avoir du travail. Oh, putain. Ça va. Ouais. Et là le lendemain, donc nous on a essayé de l'appeler. Lui, il a dit, au bout d'un moment, il a décroché. Il a dit oui, qu'est-ce qui se passe? On lui explique la situation. Les chiens, ils sont sur le toit. Les pompiers sont arrivés. Ils les ont ramenés. Et là, il dit mais comment ils ont fait pour les ramener dans l'appartement? Comment ils ont fait pour les attraper les chiens? Et ils ont dit je sais pas, ils leur ont donné un bout de viande ou quoi pour les attirer. Ah non, mes chiens ils mangent pas de viande. Vous avez pas fait ça, mes chiens et tout. Il m'accusait. Putain, mais laisse tomber. J'étais responsable. Il m'a fait un scandale parce que les pompiers lui ont donné de la viande à ces chiens qui étaient véganes ou je sais pas. Et du coup, il nous en a voulu. Sauf que quand il nous a rendu l'appartement, c'était dévasté. Les chiens, ils avaient tout bouffé à l'intérieur. Le lit, les pots de fleurs, les lumières, les meubles. Et il manquait même un meuble. Tu sais, un espèce de banc qu'on met en bout de lit. Ouais. Il avait disparu. Et je lui dis, mais il est où le banc? Ah non, il n'y a jamais eu le banc. On foutait de ma gueule, quoi. C'est même sur les photos et tout. Il y avait un banc et tout. Mais en fait, on l'a retrouvé dans la benne à ordures. Il était tout bouffé, le truc. Il était tellement bouffé qu'il en avait honte. Il l'a jeté. Il a jeté le meuble. Mais il a repayé les travaux? Après, on a fait avec Airbnb, Aircover, tu sais, tu connais. Voilà, on a été remboursé. Mais c'est des tracas, quoi. Incroyable. Un champion. Ouais. Alors lui, c'était le champion. T'as meilleur que ça ou? Ouais, on peut monter en gamme, si tu veux. Vas-y. J'écoute la prochaine. Dis-moi vraiment le pire que t'as eu. Parce que ça, c'est beau déjà quand même. Les 2 chiens qui te bouffent toute l'appart. Le pire que j'ai eu, tu sais, il y en a qui ont rendu
l'appart complètement dégâts, qu'on fait des fêtes. Il y en a qu'on perdu des clés, des trucs qui sont vraiment emmerdants et qui te prennent beaucoup de temps. Ouais. Celui qui pour moi est vraiment le plus relou, c'était pas vraiment des dégâts, mais c'était plutôt c'est de l'humain en fait. Faut savoir que moi j'étais à Paris pour des championnats, un championnat de France, et je reçois un coup de fil de ma voyageuse dans cet appartement, le même d'ailleurs, qui me dit voilà, je suis votre locataire, je voulais savoir si vous aviez du sucre. Je lui dis bah écoutez, oui, il y a du sucre à côté de la machine à café. Elle me dit non, c'est vide. Je dis ah, écoutez, je suis navré, peut-être que ma femme de ménage a pas vu que c'était vide, et elle a peut-être pas remis de sucre, donc voilà, je suis désolé, du coup il y a pas de sucre. Mais comment ça il y a pas de sucre? Elle a commencé à me faire un scandale. Ouais, c'est inadmissible, il y a pas de sucre. Et comment vous pouvez louer, il y a pas de sucre, et votre appart c'est de la merde, il y a des trucs qui vont pas, nanana, et puis de toute façon, vous savez quoi, tous les soirs, il me cogne, j'en ai marre, j'en peux plus, il me fait du mal et tout, et elle commence à pleurer. Elle est passée de scandale au désastre. La dépression. En train de pleurer, en train de me dire que son conjoint la tape tous les soirs. Pourquoi tu me racontes ça? Je m'en fous, putain. Je sais pas que temps, en plus, moi je suis dans une compétition, là, et elle me dit, et il arrive, et elle raccroche. Non, elle me dit, il arrive, bisous, et elle raccroche. Oh putain, allez, d'histoire. Du coup, je dis, ouais, c'est quoi, vas-y, tant pis. Je continue mon truc. Après, elle me rappelle, elle me dit, bon, tu dis pas que je t'ai appelé, hein. Tu dis pas que j'ai appelé, sinon il va me taper et tout. Je suis un peu plus, tu sais, j'ai des bleus et tout. Il me fait vivre un cauchemar et tout. Mais voilà, t'en fais pas pour le sucre. Y a pas de souci. Je vais aller en acheter. Voilà, je te fais des bisous. Voilà, mais tu lui dis pas que je t'ai appelé. Elle me rappelle une troisième fois, et c'est lui qui m'appelle. Et il me dit oui, je suis le conjoint. Je dis ok. Il me dit comment ça marche la machine à laver? Je dis putain, mais tu mets le linge, tu mets la lessive, t'appuies sur play quoi, sur start. Il me dit bah ça marche pas. Je dis je sais pas quoi vous dire, franchement je peux pas. Je suis à Paris, je suis pas là. Il me dit tout à l'heure, il me dit oui, il y a un autre truc qui marche pas, c'est le micro-ondes. Je dis le micro-ondes, qu'est-ce qu'il a le micro-ondes? Bah ça marche pas. Je dis si vous tournez le truc, vous mettez du temps, ça va se déclencher tout seul. Il le fait, il fait ah oui. Et il se retourne et l'autre a fait dis-lui que son putain de sèche-cheveux il marche pas non plus et tout. Il commence à gueuler derrière et tout. Et mais il était très calme, il était plutôt posé, tu vois. Il dit bon maintenant elle me dit que le sèche-cheveux marche pas. Je dis bon alors qu'est-ce qu'il a le sèche-cheveux? Il dit attendez je vais voir. Il y va, j'entends et il dit bon bah tu vois qu'il marche ton sèche-cheveux et tout, qu'est-ce que tu nous fais chier? Et il reprend le téléphone, monsieur écoutez tout va bien, finalement tout marche, même la machine j'ai réussi à la faire marcher, tout marche, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Oh my god. Je dis ok bon, ils sont complètement fous. Mais de toute façon qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon bah tant pis, j'essaie de faire mon week-end. Et le lendemain soir, non, pardon, c'est le lundi matin. Le lundi matin, moi j'étais revenu le dimanche soir. Le lundi matin, elle m'appelle et elle est en fureur. Elle m'insulte de tous les noms. J'ai dit allô. Où est-ce qu'on peut dire gros mots sur une chaîne YouTube? Tu peux tout dire. Tu mettras des bips. Franck qui mettra des bips. Qui mettra des bips. Bip, bip. Espèce de fils de pute, où est-ce que t'es, sale connard? Tu vas venir tout de suite ici parce que moi je te préviens. Je suis dehors, il pleut, je suis pieds nus, j'ai pas bu mon café, donc tu te ramènes et tu m'amènes un putain de café. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, m'a fait monter. Là, m'a fait monter, et là, pour le coup, j'étais sur place. J'ai dit, bouge pas, reste là, reste devant, j'arrive tout de suite. J'appelle un pote à moi, ma femme a été, mais tellement vénère, elle voulait l'égorger. Je mets ma femme dans la voiture, j'appelle un pote, je lui dis, viens, je passe te prendre. Parce que du coup, l'autre là, je sais pas ce qui se passe vraiment. Tu sais pas ce qui se passe vraiment dans ce genre de cas. Je comprends qu'en fait, ils se sont bagarrés et qu'il l'a foutu dehors. Donc, je me dis, je vais prendre un pote à moi. Sur le trajet, ma femme, elle appelle les flics.
Elle leur dit voilà la situation, on a des fous dans l'appart, le couple s'est engueulé, ils nous insultent de tous les côtés et tout, faut venir parce que là il va se passer quelque chose de grave. Nous on est vénère aussi, voilà, venez parce que ce serait mieux. Les filles ils ont dit alors vous y allez d'abord et vous nous dites comment c'est et vous nous dites si on doit venir une fois que vous êtes sur place. Ouais. Impeccable. Merci les gars, ouais, super l'aide, bravo. Ouais. Bon bah du coup on va se foutre sur la gueule et puis on vous appelle pour savoir qui c'est qui reste debout quoi. C'est ça que t'aurais dû leur dire. C'est ce qu'on leur a dit mais ils s'en foutaient. Donc on est arrivé. Ils étaient tous les deux dehors devant et très calme. Je dis bon, moi par contre j'étais vraiment énervé là. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il me dit non mais vous inquiétez pas, en fait tout va bien. Lui qui m'avait l'air très posé, toujours très posé, il me dit écoutez monsieur, on s'est engueulé, je vous dis la vérité, on s'est engueulé. Vous me donnez 10 minutes, je remonte, je prends mes affaires, on s'en va, vous n'entendez plus parler de nous. Je dis, putain, bah ça me va très bien. Il me dit, juste, je veux pas qu'elle monte, parce que elle est folle, elle va tout péter dans votre appartement. Donc moi, je l'ai mis dehors pour protéger l'appartement, parce que je veux pas de soucis avec vous. S'il vous plaît, vous restez avec elle, je monte, je vais chercher mes affaires, je redescends. Je dis, ok. Je dis à mon pote, tu restes avec elle, dehors, et avec ma femme, on monte pour voir l'état de l'appartement, tu vois. Je me suis dit, ils ont tout défoncé à l'intérieur. On arrive, l'appartement, il est clean. Il me dit, non, c'est bon, j'ai tout nettoyé, je prends mes affaires, je récupère mes trucs, ok, on y va, et je redescends, et elle est plus avec mon pote. Je dis, mais elle est où? Il me dit, bah, elle m'a dit qu'elle est montée vous voir. Je dis, mais elle est jamais montée nous voir, du coup, elle est où? Et là, putain. Je la vois au balcon d'un voisin. Youhou, avec un café. Youhou, je suis là. Elle est partie prendre son café chez le voisin, cette connasse. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Descends tout de suite. Et du coup, je monte, je tape chez le voisin. Le voisin, il m'ouvre, je suis confus. Je dis, franchement, je suis vraiment désolé. En plus, tu sais, bon, on fait du Airbnb dans l'immeuble. T'as pas envie que tes voyageurs, ils emmerdent les résidents, tu vois. J'étais vraiment, je savais pas où me mettre. Le mec, il me dit, non, mais vous inquiétez pas. Elle est très sympa. Vu que, ouais, elle est super sympa. J'ai vu qu'il s'engueulait de dehors, donc, du coup, je lui ai proposé de monter, et je lui avais pris ses affaires. Et l'autre, elle me dit, ah, mais c'est bon, vous inquiétez pas, il m'a offert un café, je venais juste récupérer mes affaires. Je dis, vas-y, prends tes affaires, dépêche-toi, sors de là tout de suite, dépêche-toi. Oh, putain. Je m'excuse, C'est la sœur de Georges Clooney, avec ses cafés, ou? Ça avait gratté des cafés à tout le monde. Je me confonds en excuses avec le voisin. Il me dit, y a pas de problème. Je la sors de là. Et je dis, maintenant, vous prenez vos affaires, je vous raccompagne jusqu'au portail, vous cassez. Et sur le trajet, elle me dit, oui, mais vous savez, c'est difficile le métier d'escorte et tout. Lui, il est très gentil, hein, mais bon, vous savez, ça, c'est difficile, j'ai pas beaucoup d'argent et tout. Vas-y, arrête de me parler. Je veux plus t'entendre, je veux plus te voir. En fait, elle venait faire ses trucs chez toi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, c'était pas son conjoint. C'était un client. Oh là là là. Lui, il essayait d'être posé et calme. Ouais, vous voulez pas d'histoire. Parce qu'il voulait pas d'histoire. Parce que c'était un client. Ça, je l'ai compris au dernier moment. Et elle était complètement droguée. Elle était droguée complet, elle était complètement à l'arrache, elle était complètement folle. C'était taré. Ouais, lui, il a dû se dire, je viens pour m'amuser une nuit, puis au final, il est tombé sur la starbée de service. Exactement. Il a passé la nuit avec elle, il a compris qu'elle était folle, cognée, et il essayait de tempérer la situation comme il peut, et voilà. Oh, purée. Bon, ça, c'est la pire, je pense. Ouais, c'est celle qui nous a fait le plus monter dans les tours. Parce que après, en fait, au fur et à mesure, tu apprends à prendre du recul. Ça met du temps. Mais au bout d'un moment, tu vois ça vraiment comme un business et tu te dis, OK, c'est du business, c'est comme ça. Les gens, ils sont bizarres. Il y en a qui sont un peu fous et tu prends du recul et tu te dis, s'il y a de la casse, il y a de la casse, on changera, c'est pas grave. Voilà. Après, je pense que c'est un peu comme l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu as une boîte aussi, tu peux le voir avec tes clients. C'est un peu comme de la location à l'année. Tu as toujours des emmerdes. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul, mais je pense qu'il faut avoir ce recul nécessaire pour se dire, OK, c'est pas grave. Ouais. Enfin, il y a pire dans la vie, sinon tu prends tout pour toi et t'es pas bien, quoi. Bah ouais. En fait, je dirais que c'est même pire dans l'immobilier et peut-être même encore plus dans la location courte durée pour une seule chose, c'est que tu mets tellement d'énergie dans cette activité, que ce soit
bon, la recherche du bien, le financement, les travaux, l'ameublement, Ouais. la commercialisation, que c'est vrai que ça devient ton bébé. Surtout qu'en plus, quand on fait de la location courte durée, souvent on en vient à, au bout d'un moment, en vivre. Et du coup, c'est notre gagne-pain. Donc, il y a forcément l'émotionnel qui rentre en jeu. Ouais. Et quand on voit que on met énormément d'énergie, d'attention dans des biens pour proposer de la qualité, du service, que les gens soient contents, et que tu as des gens qui ne respectent rien ni personne et qui viennent et qui vraiment mais saccagent ton appartement, te manquent de respect, ça rend fou. Ça, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est compliqué à gérer. Et si tu n'arrives pas à prendre ce recul, tu le prends pour toi. Sauf que, effectivement, comme tu l'as dit dans l'entrepreneuriat, je pense que l'ego et le business, ça fait pas bon ménage. Il faut savoir, des fois, penser à qu'est-ce qui est bon pour toi. Pas pour ton ego. Ouais. Qu'est-ce qui est bon pour ton business. Et des fois, mettre son ego de côté et se dire, OK, c'est du business. Je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec elle, avec lui, sa façon de penser, mais il faut que je pense avant tout à qu'est-ce qui est bon pour mon business, pas ce qui est bon pour mon ego. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, en location longue durée, c'est pareil. J'ai un appart que j'ai récupéré il y a quelques mois. Ça avait toujours été loué, donc il était tout neuf. Tu vois, ça faisait 1 an ou 2 ans que c'était loué, ça s'était bien passé. Je le reloue à une personne. Je récupère l'appart. Au bout d'1 an, je vois des traces de pas au plafond. Quand je fais l'état des lieux de sortie, je lui dis, mais vous avez fait quoi? Vous avez marché sur le plafond? Vous êtes magicien? Comment vous faites pour faire ça? Il me dit, ah non, il y avait une bête au plafond, j'ai tapé. Je dis, ah ouais, toi, tu tapes avec ta godasse, donc t'as une bête, elle est grande comme ça, tu me fais une trace de pied du 45, quoi. Je dis, mais, truc de ouf. Eh oui. Après, je vois de la merde partout dans les chiottes bouchées et tout. J'ai dit, mais comment vous y êtes? C'est pas possible. Enfin, ou t'as nettoyé, t'as acheté toutes les lingettes, ou, et les gens, non, mais c'était comme ça. Mais je lui dis, attends, c'est pas possible. Ah, c'était chez lui, c'était sa chez lui, principale, du coup. C'était là où il vivait. Ils ont vécu pendant plus d'1 an. Pareil, tu sais, les gens, ils aèrent jamais. Je vois, j'ai des volets électriques sur tous mes logements. Bah, les logements, à chaque fois que je passe, c'est fermé. C'est fermé, ouais. J'en ai des comme ça aussi. C'est ouf. Ça fait flipper. Ouais. Et là, tu vois, au début, ça me faisait chier. Je me disais, aujourd'hui, ça me fait rigoler. Je récupère l'appart. Je sais que je vais devoir refaire des travaux. Mais au début, ça me touchait. Je me disais, putain, je te donne un truc neuf. J'ai mis la sueur de mon front. Tu vois, j'ai travaillé comme un acharné pour l'avoir. Toi, t'es là, tu me saccages tout et tu me regardes dans les yeux, tu me dis que t'as voulu claquer une bête avec du 45, quoi. Je me dis, mais c'est ouf. Et les gens, ils ont aucune pitié, quoi. Et ils te disent, en gros, c'est de la merde ton appart. Et je dis, putain, en plus, ils se permettent d'avoir des réflexions, Ouais, carrément. Le truc, il est carrelé, tout est nickel, salle de bain, comme dans les films et tout. Je me dis, putain, tu peux pas faire. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de recul et se dire, bon, c'est pas qu'en fait, chacun, j'ai compris maintenant avec le temps, chacun voit midi à sa porte. C'est les gens, ils vont se dire, ils voient leur intérêt. Ils disent, putain, c'est un propriétaire, il va m'encaisser ma caution, mon truc. Donc, ils essayent de défendre le bout de gras comme ils peuvent. Mais en réalité, quand t'as mal fait les choses, t'as mal fait les choses. Bien sûr. Mais les gens, ils te diront jamais ça. Non. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, un petit peu de recul. Et puis, et toi, tu conseilles, du coup, j'imagine, puisque tu accompagnes des gens sur de la location courte durée, tu conseilles quand même la location courte durée malgré toutes ces... Bien sûr. Bah oui. Parce que ça reste une goutte d'eau dans le nombre de voyageurs qu'on a accueillis. 99% des cas, ça se passe très bien. Parce que on sait faire, parce que les gens ne sont pas foncièrement mauvais dans l'ensemble. Il y a des gens qui respectent rien. Et puis c'est comme ça, ils existent, ceux-là. Tu vas les prendre au bout d'un moment, c'est sûr. Ah non, il y a des stratégies à mettre en place pour les éviter, mais c'est inévitable. Tu peux nous en donner une stratégie, par exemple, pour... Ouais, une toute simple, c'est de pas louer pas cher. Ouais. Parce que bizarrement, c'est toujours ceux qui louent, qui payent le moins, qui en demandent le plus et qui font n'importe quoi. Alors que ceux qui payent le prix le plus cher, tu les entends pas et ça se passe très très bien. Donc quand t'as pas de réservation, vaut mieux ne pas louer plutôt que baisser ses prix. Il y a un certain palier que je ne dépasse pas où je préfère être vide plutôt que de louer. Effectivement. Parce que je sais que ce que je vais gagner, je vais le repérer en temps derrière, voire même peut-être en travaux, en remplacement de ceci, de cela, ou en crise de nerfs. Voilà. Donc il y a un certain level où au bout d'un moment, je dis c'est pas parti. Il y a peut-être pas assez d'offres, je sais pas assez de demandes, pardon. C'est comme ça, c'est le jeu. J'ai perdu une nuit, mais je préfère pas baisser plutôt que de louer, brader mon prix et me récupérer des gens qui vont pomper mon énergie. Ouais, qui vont te faire chier. Et aussi, si tu peux nous donner 3 tips, aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence
de la location courte durée. 3 tips pour mieux louer, pour louer plus facilement, ça serait quoi? Bon, le premier, c'est forcément essayer de trouver des moyens de se démarquer. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, il y a de la concurrence. Il y a de la très belle concurrence. Ça s'est beaucoup développé. Il faut savoir que Airbnb, la France, c'est le 2e marché d'Airbnb. C'est pas un hasard. Il y a énormément de concurrence. Donc, essayer de trouver des axes pour se démarquer, pas faire comme tout le monde, pas faire les mêmes décos que tout le monde. Pendant un moment, ils faisaient tous la déco scandinave là de Ikea. Au bout d'un moment, ils se sont tous retrouvés à se regarder dans le blanc des œufs. Putain, mais qu'est-ce qu'on a de différent des autres? Et toi, en tant que voyageur, t'avais tous les mêmes appartements à louer et tu peux. D'ailleurs, c'est ce qui du coup permettait aux gens de réserver autant à la dernière minute. Donc, trouver des axes de se démarquer. Il y en a qui font la typique, du spa, du hammam, de l'immersion, faut trouver. Tu fais toi un peu ça? Moi, j'ai un logement typique, que j'ai depuis 2019 déjà. Ouais. Donc ça fait déjà un moment que j'en parle de ça, de se démarquer, à faire de la typique. Après, par contre, moi, je suis pas un grand fan des logements avec des spas. Je pense qu'il y a un marché pour ça, clairement. C'est très rentable aussi. Ouais, type Love Room, les choses comme ça. Ou c'est vraiment juste rajouter un spa. Tu peux faire Love Room. J'ai vu des apparts qui sont clairement basés en plus sur le sexe. Ça marche sans pour autant avoir c'est plus le jacuzzi moi qui me pose problème parce que il faut vraiment avoir envie de le faire. C'est rentable. Ça fait beaucoup d'argent, mais faut garder en tête que c'est beaucoup d'entretien derrière. Ouais. Si t'as pas une baignoire balnéo où tu peux vider l'eau et la remettre à chaque fois, là, il faut déjà acheter un jacuzzi qui coûte très cher pour avoir un très bon système de filtration. Si tu prends un entrée de gamme, tu vas te mordre les doigts, c'est fini. Derrière, il faut nettoyer les filtres régulièrement, changer l'eau, traiter l'eau. Faut se dire que il est utilisé le jacuzzi, tu l'as mis pour ça, donc tu t'imagines bien qu'est-ce qui se passe dans ton jacuzzi. Et moi j'aurais du mal à louer un appartement avec un jacuzzi avec de l'eau que j'ai pas changé, tu vois. Je sais pas, j'ai un petit problème avec ça. Donc moi-même d'ailleurs je ne loue pas de logement avec des jacuzzis. Après, chacun son. Je dis pas que c'est pas bien. Il y a des gens. Moi, je connais des gens. Tu me l'as ôté la bouche. Je connais des gens qui font ça et qui font ça bien, qui ont mis les moyens, qui ont des très beaux jacuzzis. Ils nettoient des filtres collants, c'est clair. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais par contre, c'est de la qualité ce qu'ils font. Moi, je pourrais aller chez eux. Parce que je les connais, je sais comment ils font. Mais quelqu'un que je connais pas, j'aurais un peu de mal. Mais donc, du coup, c'est pour dire que, du coup, il y a des gens qui font ça très bien et il y a un business là-dessus, il y a de la demande, il y a de l'offre et c'est très rentable. Non, moi, je le conseille pas forcément. Voilà. Simplement. Après, donc, du coup, se démarquer, savoir, maîtriser le revenu management. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui sont lancés dans la location courte durée, ils mettent un prix, ils le font varier 1 ou 2 fois dans l'année en fonction des saisons, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu maîtrises cet art du revenu management, tu sais que tu vas pouvoir performer mieux que les autres parce que tout simplement, tu maîtrises ton secteur, tu maîtrises ton marché, tu maîtrises l'offre, la demande, tu sais à quel moment tu dois monter, baisser les prix, tu sais optimiser ton chiffre d'affaires. Et c'est par là que vient la différenciation, se démarquer, c'est par la maîtrise du revenu management. Et derrière, le 3e point, si je dois en donner un autre, c'est l'expérience client. L'expérience voyageur, pour moi, ça doit être au cœur de tes préoccupations quand tu fais la location courte durée. Il faut que tout soit aux petits oignons pour le voyageur, que tout soit fluide, qu'à aucun moment, il s'est posé la moindre question. Il ne doit pas se demander comment j'arrive, où sont les clés, où est-ce que je me gare, où sont les poubelles, comment marche la télé, la clim. Il doit partir de là en se disant putain mais c'était génial. Je me suis pas posé de questions. Ouais. C'était fluide. Et du coup je mets 5 étoiles. Et s'ils te mettent tous 5 étoiles, t'as compris. Après c'est le jeu du commentaire et tu te démarques. Ouais, je suis d'accord. Je pense que l'expérience client aujourd'hui c'est vraiment le summum, que ça soit même sur de la location à l'année. Ouais. Tu es obligé de créer une expérience pour les gens. Les gens, ils ont l'habitude aujourd'hui. Ils voient Valérie Damido tous les jours sur M6 te faire des trucs. Donc, si toi, tu n'es pas capable d'avoir un logement décent avec des belles prestations, les gens, ils restent pas aujourd'hui.
Carrément. Et je pense que, comme tu l'as dit, il faut pas jouer sur le prix. Il faut plus jouer sur la qualité des prestations. Et c'est ça, c'est là où tu peux te démarquer. Ouais, absolument. Aujourd'hui, tu fais comment pour gérer comme tu es à distance? Écoute, on a tout automatisé. C'est un peu devenu notre humble expertise, en fait. On gère des logements qui sont du coup en France. Et nous, on habite à l'île Maurice. On n'a pas de conciergerie. On a 2 logements dans un immeuble que j'ai en SCI associé avec quelqu'un pour lequel on a délégué une conciergerie parce que c'est pas quelque chose qui nous fait vivre aujourd'hui. Ouais. Mais sinon, tous les autres, ils sont sans conciergerie. On a un staff de ménage qui ont fait confiance. Des fois, ça tourne. Tu vois, là, très récemment, j'en ai une qui m'a annoncé qu'elle allait partir. Je suis très déçu parce que ça fait 8 ans que je travaille avec elle. C'est ma meilleure prestataire. Ah ouais. Malheureusement, il faut bien que ça arrive un jour. Elle déménage. Voilà, je souhaite le meilleur. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Mais tout a été pensé pour que on nous contacte pas. Et les interactions qu'on a avec nos voyageurs aujourd'hui, elles sont limitées à horaire proche de 0. Ça veut pas dire qu'on a rien à faire, ça veut pas dire qu'on ne reçoit pas de questions. Ça arrive, c'est le jeu, c'est aussi pour ça qu'on fait de la location courte durée. Mais on a tout pensé en amont pour qu'on puisse profiter de notre vie sans que ça prenne de l'ampleur sur notre quotidien. D'accord. Et comment vous organisez par rapport aux prestataires si t'es pas sur place pour trouver un nouveau prestataire pour le ménage, par exemple? Le réseau. Le réseau. La puissance du réseau. Ouais, on en parlera demain au séminaire. Ouais, exactement. Mais là, tu vois, j'ai quelqu'un qui fait de la courte durée dans notre secteur. Je l'ai contacté. Il m'a dit, ouais, ma femme de ménage, justement, apparemment, elle pourrait être disponible. Il m'a filé son numéro. Je vais la contacter, voir si elle est OK pour prendre notre logement. Et puis si on trouve pas, ben, on cherchera, comme tout le monde. On mettra des annonces. On fera venir quelqu'un si je suis pas sur place. Je ferai venir, je sais pas, de la famille ou des amis pour faire un premier entretien et on essaiera. Et si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, on le saura très vite par nos voyageurs et on changera. Et on continuera de chercher tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne personne. Voilà. On fera comme tout le monde, en fait. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ouais. Et là, c'est quoi l'objectif? Développer encore votre parc ou vous arrêtez en France? Non, écoute, c'est difficile maintenant parce que on s'est expatrié. Pour emprunter en France, c'est difficile. On n'a plus d'activité pro en France, donc pour se faire financer, c'est compliqué. Donc compliqué d'investir en France, compliqué d'investir aussi à Maurice, parce que les conditions de financement sont différentes, le marché immobilier est différent, c'est assez cher. Ouais. C'est des taux variables, c'est 30% d'apport minimum, c'est donc voilà, c'est pour nous l'investissement immobilier. Je pense qu'on fait une petite pause là, et quand on aura un peu plus de moyens, on réfléchira à investir avec un bel apport dans des projets différents. Ouais, je pense qu'en France, on oublie trop régulièrement trop souvent qu'il y a la possibilité de faire de l'emprunt bancaire, de se servir de l'effet de levier, d'avoir du taux fixe, d'avoir très peu d'apport. Bien sûr. Parce que même si aujourd'hui les banques demandent l'apport, c'est pas obligatoire. Donc tu arrives encore à faire du 110%. Et ça, les gens, ils l'oublient. C'est vrai qu'on a une forte imposition en France. Bah oui. Par contre, l'effet de faire du crédit et l'effet de levier du crédit, il est magnifique parce que quand t'as pas un rond, que tu arrives à emprunter, à générer des revenus ou à générer du cash, bah ça, les autres pays, tu le fais pas, quoi. C'est clair. Payer de l'impôt en France aujourd'hui, c'est la clé pour obtenir du financement et faire du levier avec la banque. Il y a plein de gens qui le comprennent pas par manque d'éducation financière. Je sais que ça fait, je suis le premier à râler pour payer des impôts, mais ça m'a permis. Ouais, maintenant j'en paye moins, mais j'en paye beaucoup sur mon immobilier. Ouais, sur l'immobilier. En plus, ils sont en train de nous éclater complètement. Maintenant, qu'ils veulent remettre apparemment la taxe d'habitation, la CFE, ça a explosé, la taxe foncière, elle a explosé, la taxe de séjour a explosé. Ils sont en train d'éclater le LMNP. Il y a plein de choses qui sont en train de changer, mais c'est OK. Je paye de l'impôt sur mon immobilier en France. J'en paye moins maintenant que je suis ailleurs, mais c'est l'impôt que j'ai payé pendant toutes ces années en France qui m'a permis d'avoir ce parcours en immobilier. Et j'en suis très reconnaissant, même si effectivement on se fait éclater, ben ça m'a permis de faire tout ça, donc c'est parfait. Ouais, je pense que quelqu'un aujourd'hui un entrepreneur qui reste en France mais qui n'a pas d'immobilier,
Il a peut-être loupé un truc. Bah ouais, moi je pense clairement que aujourd'hui, si t'es en France, que tu payes autant d'impôts et que t'investis pas, là tu te fais tondre. Ouais. Clairement. Moi, j'ai jamais eu vraiment l'impression de me faire tondre par les impôts parce que je savais pourquoi je payais de l'impôt et c'était très certainement pas pour la santé, les routes ou l'éducation nationale. Ça, on va pas se mentir. C'était pour avoir des financements pour acheter de l'immobilier. Et s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui et qui même qui n'entreprennent pas, mais qui ont un poste, un salaire, un travail et qui payent de l'impôt et qui n'investissent pas, là vous pouvez vous poser des questions sur pourquoi vous payez de l'impôt. Bon, de toute façon, s'ils regardent encore la vidéo là après presque 1 heure, je pense qu'ils sont intéressés pour investir. Donc j'espère pour eux. Ouais, il faut investir. C'est clair. Il faut profiter de sa capacité d'emprunt effectivement quand on est en France pour pouvoir se servir du crédit, faire des achats, se bâtir un patrimoine, peut-être un complément de revenu, comme toi, se créer un revenu. Aujourd'hui, si tu as pu partir, c'est aussi grâce à l'immobilier, je pense. Carrément. Pas que, mais carrément. Après, je sais pas s'il y a un autre pays qui permet de faire ça comme la France. Franchement, je sais pas. J'ai regardé, je pense pas. Déjà, tu as très peu de pays qui font du taux fixe. Et tu as très peu de pays qui te permettent d'emprunter la totalité de ce que tu achètes. C'est ça. Donc, les gens doivent prendre conscience. Alors peut-être que le mot paradis fiscal, il est un peu fort pour la France, mais pour l'investissement immobilier, c'est exceptionnel. Il est très fort, bien sûr. Mais tu vois, si on le ramène au niveau de l'immobilier, c'est exceptionnel ce qu'on peut faire en France. C'est clair. Donc tout le monde devrait en profiter. Et malheureusement aujourd'hui, je regardais, il y a une étude qui est sortie là. Tu fais partie des 0,1% si tu as plus de 10 biens immobiliers, un truc comme ça. Bah, tu sais d'ailleurs, il y a combien de Français qui ont plus de 4 biens en France? Non. 4%. Voilà. T'imagines? Et 0,1 si t'as plus de 10 biens. C'est fou. Alors qu'on est dans le pays où tout le monde devrait avoir eu le déclic de se dire, c'est génial, on peut investir. C'est un manque d'éducation financière. Ouais, mais c'est difficile quand tu vois autour de toi. Moi, je vois que ce soit dans ma famille, les amis, les gens, ils comprennent pas ce que tu fais. Ils se disent, putain, mais pourquoi tu te fais chier avec des locataires? Il y a plein de fausses croyances. Tu vois, les locataires ne payent pas, tu te fais défoncer par les impôts. Enfin, quand tu connais pas, tu vas toujours voir le côté néfaste et le côté qui est pas bon. C'est toujours pareil, c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation. Les gens, de toute façon, on nous conditionne depuis tout petit à rester bien sage, posé sur une chaise, écouter, apprendre, répéter, et pas avoir une ouverture d'esprit, de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a à gauche, qu'est-ce qu'il y a à droite, comment on fait, la curiosité, l'entrepreneuriat, on nous l'apprend pas, l'éducation financière encore moins, l'écologie pas du tout. Pour moi, tout part de là. Ouais, c'est clair. Et pourquoi t'as choisi Maurice, toi? J'ai choisi Maurice pour plein de raisons différentes. La première, c'est que, ayant vécu à New York, on voulait une destination radicalement différente. On voulait quelque chose de insulaire, tropical. La deuxième, c'est que c'est pas la France. La troisième, c'est que j'ai de la famille à La Réunion, et c'est la Réunion, c'est la France, et c'est pas loin. Ouais, je t'avais contacté pour ça. C'est pas mal. L'imposition, on va pas se mentir, même si je l'ai su qu'après avoir pris la décision, je suis très très content de l'imposition à Maurice, qui nous correspond en tout cas aujourd'hui. Après, au niveau des écoles et de la santé, c'est très correct. C'est même très bien. J'ai envie de te dire, si t'as pas une maladie grave, c'est même 100 fois mieux à Maurice qu'en France. En France, clairement. Je suis allé dans un hôpital récemment, là. Incroyable, le traitement. T'es VIP de fou. Alors qu'en France, t'es déjà allé aux urgences en France, ça fait flipper. L'école, c'est OK aussi. Et puis, à partir de là, tout ce que j'ai fait, c'est pour l'offrir à mon fils. Un cadre de vie 100 fois meilleur que celui qu'on nous propose aujourd'hui en France, en termes de sécurité aussi. Là, vous êtes bien installé, vous voulez rester là-bas, c'est bon. Ah ouais, grave. Ouais. C'est clair qu'aujourd'hui, on est très très bien là où on est, à l'instant T. On ne sait pas de quoi est fait demain. Je pense que d'ici ces 18 ans, on partira ailleurs. Mais il peut se passer énormément de choses en 8 ans. Là, aujourd'hui, je te dis ça parce que d'un point de vue études scolaires, après le bac, il se passe plus grand-chose à Maurice. D'habitude, les étudiants, soit ils font des études un peu peut-être génie mécanique, il y a des études d'université comme ça, un peu génie mécanique. Si tu veux faire ça, c'est OK. Mais s'il veut faire peut-être d'autres choses,
Il va falloir qu'ils partent. Les étudiants, ils partent à Londres, Canada, beaucoup, France, principalement ces pays-là, l'Australie aussi. Ouais. Et l'Afrique du Sud. Et je pense que quand mon fils aura 18 ans, s'il a envie de partir, je veux pouvoir le suivre, peu importe où il a envie d'aller, sans que ça me fasse mal financièrement, et que je puisse rester pas trop loin de lui, là où il aura envie d'étudier. Ouais, c'est une opportunité aussi qu'offre l'immobilier, ça. Pouvoir bouger, pouvoir être libre. La liberté financière, géographique, temporelle, t'as tout qui vient avec. Mais bon, je te dis ça, peut-être que dans 8 ans, il y aura des universités qui vont se construire à Maurice, ça se développe énormément. Ouais, c'est clair. Et puis dans 8 ans, il a le temps de se passer beaucoup de choses. Peut-être que d'ici là, t'auras plus envie d'être là-bas. C'est clair. Après, moi, plutôt que liberté financière, je préfère parler de liberté parce que c'est vrai que c'est un confort qui n'a pas de prix. Ouais. Quand tu peux aller partout. Ouais. Enfin, tu vois, la chance qu'on a avec nos métiers aussi, c'est qu'on peut voyager. Ouais. On peut travailler à distance et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est clair. Donc, c'est un piège quelque part parce que tu travailles tout le temps. Ah oui. Tu peux travailler de partout et tout le temps. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneur. Ouais. Mais par contre, tu peux bouger tout le temps, quoi. Ah ouais. Moi, je le vois avec les enfants, on bouge régulièrement. Ouais. Du coup, on les emmène, on profite. Après, oui, je dois travailler, mais ça me permet de me déplacer, quoi. Bah oui. Donc ça, c'est cool pour les enfants. Ça les ouvre aussi à un autre état d'esprit, à d'autres choses, à voir d'autres trucs. Donc voyager ça, c'est plutôt pour sympa. les enfants, Tu sais, j'ai longtemps cru, il y a longtemps maintenant, mais j'ai longtemps cru que faire partir en vacances avec un enfant en bas âge, ça servait à rien parce qu'il allait pas s'en rappeler. C'est une fausse croyance, mais on peut pas faire plus faux. Il va peut-être pas se rappeler de tout, mais ça va lui ouvrir l'esprit, mais incroyablement. Même s'il s'en rappelle pas, il va vivre des expériences qui vont ouvrir son esprit. Ouais, c'est clair. Et tu le vois aujourd'hui, je le vois, la différence quand je vois mon fils et d'autres. Moins à Maurice, parce qu'à Maurice, bien évidemment, ils ont déjà voyagé, ne serait-ce que pour venir, et aussi, t'es amené à voyager parce que c'est petit, tu pars. Ouais. Mais parmi ses copains qui étaient en France, je voyais tout de suite la différence. Ouais, moi, je sais qu'on les a emmenés depuis tout petit, enfin, on a toujours bougé. Bah ouais. Et du coup, ils apprécient le voyage, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Je pense pas qu'on pourrait les laisser à un endroit pendant 2 ans et ils bougent pas. Ouais. Ils se feraient chier. Tu vois, j'ai un pote qui vient nous voir à Maurice. Sa fille, elle est en première année de maternelle. La directrice de l'école, elle l'embête parce qu'il veut partir en dehors des vacances scolaires. Ça me rend dingue. Ouais, ça me rend dingue. À quel moment tu peux logiquement te dire que cette môme à 3-4 ans, elle va plus apprendre à l'école en train de faire de la pâte à modeler que de voyager à l'île Maurice. Ouais, surtout ce qui me rend fou, moi, c'est de me dire, enfin, quel pouvoir tu as pour dire aux gens ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est ça, c'est juste le pouvoir du pins directrice. Ouais. Je suis directrice, comment ça, l'île Maurice et tout, la jalousie des gens, la débilité aussi, parce que c'est une débilité profonde de se dire ça. Moi, je comprends pas comment tu peux. Donc, on a dû trouver un système pour le faire venir, tu vois, pour justifier l'absence, en tout cas, de sa fille. Il a dû justifier l'absence de sa fille professionnellement pour pouvoir la sortir d'une première école de maternelle pendant 2 semaines. Ouais, ça, c'est incroyable. Non, mais putain, mais faut se réveiller. Faut se réveiller vraiment en France. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des trucs où on a la traîne et c'est grave. Ah oui. Et surtout, c'est chiant, quoi. Aujourd'hui, on va être en 2025 demain, c'est l'heure où t'as envie de bouger, où, enfin, le monde est grand, t'as envie de voyager, t'as envie de faire plein de trucs. Alors, tu prives les gens d'expérience, tu prives les gens de vivre des choses pour rester dans un cadre fermé, quoi. Il faut arrêter avec ça. C'est terrible. C'est fini. Terrible. Bah, ça fait partie des problèmes, je pense, qu'il y a dans notre pays. C'est malheureux parce qu'on a un super pays, mais il y a trop de règles. Pour en tout cas les gens qui suivent les règles, c'est ultra chiant. Ouais, c'est ultra chiant. Ouais. Ok, un mot de la fin, une anecdote, tu en as raconté beaucoup. J'en ai filé. Une citation. Si je peux juste me permettre, est-ce que tu peux lui poser une question donc pareil pour clôturer, si ça t'intéresse cette question-là, si tu peux expliquer comment toi tu fais pour ne jamais abandonner, parce qu'avec tout ce que tu as vécu, tu aurais pu abandonner dès le départ. Et t'as tenu le coup en fait jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et voilà, si tu peux raconter comment toi tu fais pour jamais abandonner. Je sais pas si ça ouais. Bien. Ouais. Bah vas-y, pose. Est-ce que tu peux nous dire sur le parcours que tu as fait? Donc on a vu que il y a eu plein de trucs qui se sont passés dans ton parcours. Comment tu as fait pour ne jamais lâcher, pour ne pas abandonner, pour pas dire bah c'est bon, j'arrête l'immobilier, je fais autre chose?
En plus, c'est vrai qu'en immobilier, je dis toujours, c'est énormément d'ascenseur émotionnel. Vraiment, il faut vraiment s'accrocher pour investir en immobilier, ça, il faut le reconnaître. Parce que des fois c'est oui, des fois c'est non. Enfin bref, c'est très, c'est un gros parcours. Comment j'ai fait? En fait, bah, tout simplement parce que je savais pourquoi je le faisais. Voilà, je pense que c'est ça la réponse. La réponse, c'est que quand on a commencé à investir dans l'immobilier, on l'a fait parce que ma femme, elle était en train de se tuer la santé chez Lidl. Ça devenait pesant psychologiquement, physiquement. Elle s'est fait opérer des deux canaux carpiens du coup, en même temps, des deux mains, enfin l'une après l'autre, mais c'est une maladie qu'on a chez les vieux d'habitude, tu vois, à 30 ans. Ça devenait pesant sur notre couple. Et je voulais trouver un moyen de remplacer son salaire et qu'elle arrête de travailler chez Lidl. Et donc on s'est mis à investir dans l'immobilier. Donc comme je savais pourquoi je le faisais et que j'avais un pourquoi qui était fort, c'était l'amour pour ma femme de la sortir de ce truc-là. Tu me diras, ouais, mais Thomas, elle aurait pu prendre un autre job. Oui, mais bon, il se trouve que elle croule pas sous les diplômes non plus. Et en France, maintenant, quand t'as pas trop de diplômes, ben du coup, les jobs c'est vendeuse, caissière, ce genre de choses. Ça devient difficile de trouver des endroits où on te donne ta chance. Ou alors, en tout cas, c'est long. Et moi, je me suis dit, OK, t'emmerdes pas. On va investir dans l'immobilier. Garde ton CDI. Ça va nous permettre de faire bien mieux que si tu trouves un autre job et que tu pars d'en bas. Donc, on a fait ça. Une fois qu'on l'a achevé, enfin, qu'on l'a acquis, cette liberté peut-être pas liberté, mais en tout cas, cette indépendance financière grâce à l'immobilier pour lui permettre d'avoir, on avait même presque triplé son salaire. Bon, elle gagnait pas grand chose, donc c'est pas difficile, mais une fois que c'est ça, du coup, je me rappelle par contre qu'au bout d'un moment, j'avais perdu le pourquoi. Je me suis dit, maintenant qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait les choses? Est-ce qu'on continue l'investissement? Ok, mais pourquoi on le fait? Et est venue la question de l'expatriation, qu'on a toujours eu envie de faire. Et on s'est dit, et là je me suis dit, ah ouais, là j'ai retrouvé un pourquoi. Si j'ai envie de me casser de la France, j'ai envie vraiment de repartir. J'avais envie de repartir quand je suis revenu. Et là, ça faisait plusieurs années. Je suis très content de ce que j'ai fait en France. Ça nous a permis de faire des choses merveilleuses, mais il était temps. Et donc, on s'est dit, OK, on fait un dernier coup. Les maisons, comme je t'ai dit, c'était l'enfer sur Terre, mais ça nous a tenus parce qu'on savait qu'au bout, il y avait une expatriation. Et donc, c'est comme ça qu'on a tenu, avec du pourquoi. Magnifique. Voilà. Toujours savoir pourquoi on investit. Ouais, clairement. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui investissent, ils savent pas, en fait. Bah oui. Pourquoi? Ils savent pas combien ils veulent ou pourquoi ils le font. Bah oui. Enfin, quel est le montant de patrimoine, quel est le montant de revenus. Et je trouve que tu te perds dans l'investissement immo si tu sais pas pourquoi tu le fais. Totalement. Je te jure, vraiment, j'ai ressenti d'avoir perdu mon pourquoi et d'être perdu. Me dire, OK, on va racheter, mais du coup, pourquoi? Ça sert à quoi? Parce que souvent, les gens, ils te disent, oui, c'est pour l'argent. D'accord, tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Donc, quand vous vous posez la question pourquoi et que vous vous dites, pour l'argent, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de se poser la question pourquoi 4-5 fois en cascade, tu vois. Je fais ça, pourquoi? Pour l'argent. OK, pourquoi tu veux de l'argent? Parce que je veux, je sais pas, voyager. Ah, OK, pourquoi tu veux voyager? Parce que je veux profiter découvrir de mes enfants, des choses pour peut-être faire découvrir le monde à mon enfant. Ah, là, on commence à toucher à de l'émotionnel. Ça commence à devenir intéressant comme pourquoi. OK, mais pourquoi tu veux qu'il ait ça, ton enfant, tu vois? Et là, tu commences à plonger, creuser en profondeur et tu vas pas loin de toucher un vrai pourquoi qui va pouvoir te tenir et te permettre de tenir, en fait. Ouais, je suis d'accord. Au bout d'un moment, en fait, je trouve que tu t'en fous de l'argent. Mais oui. Enfin, ça peut paraître bizarre pour les gens qui écoutent de se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bien sûr qu'on fait ça pour l'argent, mais pas une fin en soi. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, tu as envie de profiter vraiment de cet argent. Donc, cet argent, il est fait, comme tu disais, si tu fais une cascade de pourquoi, tu vas savoir quelle est la finalité, pourquoi tu veux faire ça. Et tant que tu le sais pas, c'est difficile. Comme il y a des gens, tu vois, ils veulent du coup remplacer, comme toi, vous vouliez remplacer le revenu de ta femme. Et il y a des gens qui me disent ça, je veux avoir 1000, 2000 euros de revenus. OK. Premier investissement qu'ils font, il y a 50 balles de cash flow. Je dis, mais tu te perds dans ton parcours. Et tu te perds, tu sais plus pourquoi tu es là et c'est le meilleur moyen de te dégoûter. Et tu vas te dire, l'investissement immobilier, c'est de la merde. J'investis plus. Tous ceux qui arrêtent, c'est parce qu'ils n'ont pas des pourquoi bien définis. Et l'argent n'est qu'un moyen. Ça sert à rien de courir après l'argent, il viendra jamais si tu cours après. C'est en tout cas ce que je pense.
Et je sais aussi une chose, c'est que je serai jamais riche. Riche, quand on imagine le riche, le yacht et tout ça, je serai jamais riche. Je sais pourquoi. Parce que je ne compte pas quand je dépense. Si j'ai envie d'un truc, je l'achète. Je suis pas là à essayer de compter, à empiler des piles de billets. Et c'est ok, je m'en fous parce que j'en ai rien à foutre d'être riche. Moi, je veux être riche de temps, riche de liberté géographique. Ma richesse, c'est de voir mon fils grandir et ma femme épanouie. Voilà, c'est ça ma richesse. L'argent, c'est un moyen pour accomplir ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Top. Ça, le mot de la fin. Le mot de la fin, une citation ou si c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est ça, c'est bien. Savoir pourquoi on investit. Ouais, voilà, pourquoi on investit, pourquoi vous faites les choses. Ok, top. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit. N'hésitez pas. Partagez aussi la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, il me reste plus qu'à te remercier, Thomas. Merci à toi, Christophe. Toujours un plaisir. Plaisir partagé. Ciao. Ciao, ciao.